Et si tu étais invité par un chanteur célèbre à une retraite au milieu de nulle part pour un concert exclusif, mais que tu découvrais qu'il t'avait en réalité attiré dans une secte étrange, que ferais-tu? Nous allons suivre Ariel alors qu'elle tente d'échapper à ce groupe de fous et nous allons analyser les erreurs commises, ce qu'il ne faut pas faire et essayer de prendre les meilleures décisions pour vaincre la secte musicale dans Opos. Cette jeune femme s'apprête à vivre l'expérience la plus étrange de sa vie. Ariel est une journaliste pour un magazine, spécialisée dans les articles sur les célébrités, et elle a souvent de très bonnes idées. Le problème, c'est que son chef, Stan, préfère donner ses idées à d'autres journalistes, souvent des hommes. Cela la perturbe beaucoup. Pendant la pause déjeuner, elle sort manger avec son ami Kent et lui confie sa frustration. Elle explique qu'elle a choisi ce métier pour prouver qu'elle est une excellente écrivaine, avec l'espoir de publier un jour ses propres livres. Mais Kent lui fait un choc de réalité. Selon lui, personne ne s'intéresse à ses articles car elle est trop normale, avec une vie trop équilibrée, de bons parents, pas riche mais pas pauvre non plus, pas de dépendance et un emploi bien payé. Bref, rien d'assez marquant pour que ses opinions paraissent pertinentes sur des sujets complexes. Même si cela la blesse, Ariel comprend qu'il n'a pas complètement tort. De retour au bureau, un collègue mentionne que le chanteur Moreri pourrait faire son retour. Mais Stan affirme que c'est presque impossible, ce serait l'événement du siècle. Moreri était une immense star des années 90, avec 38 chansons classées numéro 1 à leur sortie. Puis, un autre employé arrive avec une annonce de son agent, M. Yusuf. Après 27 ans d'absence, Moreri revient avec ce qui sera le plus grand album de tous les temps. Avant de le sortir officiellement, il veut le présenter à un groupe restreint de personnes sélectionnées. Des invitations et des cadeaux sont envoyés à des influenceurs, des podcasteurs, des fans extrêmes, des paparazzis et des journalistes. Stan reçoit une invitation. Mais à la surprise générale, Ariel aussi. Elle est sous le choc, mais ravie. C'est peut-être l'occasion de réaliser ses rêves. Au départ, on pourrait penser que Moreri veut juste être excentrique, en invitant des grands noms du monde musical et médiatique, mais aussi une influenceuse qui parlera mieux aux jeunes, car son public a vieilli. Mais inviter une inconnue comme Ariel, sans notoriété, est très étrange. Cela pourrait cacher une intention particulière envers elle. Si Ariel accepte, ce serait une occasion unique de se faire remarquer, mais elle devrait se préparer soigneusement, en étudiant la carrière de Moreri, les raisons de sa disparition et ce qu'il a fait pendant ces décennies. Elle devrait aussi suivre les actualités pour comprendre pourquoi il revient maintenant. Il doit y avoir eu un déclencheur, car sinon, il serait revenu plus tôt. Dans la musique, le timing est essentiel, et les retours après une longue absence ne réussissent pas toujours, car les goûts changent. Il est donc probable que Moreri ait un plan précis pour réussir son retour. Et je serais inquiet à l'idée d'être impliqué dans tout ça. Comme on le sait bien, il ne faut jamais partir dans un endroit isolé sans prévenir quelqu'un. Peu importe si tu vas voir une célébrité, même le pape. Personnellement, ma femme et moi utilisons une appli pour suivre nos localisations respectives. Et si on va quelque part ensemble, on partage toujours nos positions avec un proche. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ariel aurait dû au minimum activer sa localisation avec Kent et lui promettre de donner de ses nouvelles tous les soirs. Si elle ne le fait pas, il devra alerter immédiatement les autorités. Et à sa place, j'aurais aussi emporté un dictaphone ou un téléphone de secours caché. Puisqu'il s'agit d'écouter un album inédit d'un chanteur disparu depuis 30 ans, il est probable que l'utilisation de téléphones soit interdite pour éviter les fuites sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, on voit Stan et Ariel arriver sur les lieux de rendez-vous avec les autres invités. Ils sont accueillis par Jorg. Dans le bus, Stan retrouve deux vieilles connaissances, Bianca, une paparazzi très célèbre, et Clara, une grande présentatrice télé. Derrière eux se trouve Emily, une influenceuse, et Bill, une ancienne star de la musique reconvertie en podcasteur. Clara commente qu'il est étonnant que Bill soit venu, car lui et Moreri se détestaient. Sur le chemin du concert, Ariel lit les documents envoyés avec l'invitation. Elle y découvre une phrase étrange. « Éduque les jeunes, et le monde t'appartiendra ». Cela l'inquiète, et elle tente d'en parler à Stan, mais il l'ignore complètement. Il lui dit simplement de tout noter, car c'est lui qui écrira l'article final. Évidemment, cela rend la fille très triste, mais elle finit par accepter, faute de choix et par peur de perdre son emploi de rêve. En arrivant à l'endroit où vivait Moreri, le groupe remarque qu'il y a plusieurs personnes campant dans leur voiture devant le lieu. Tout cela pour tenter d'apercevoir Moreri comme s'il était un dieu, un peu comme ce qui a été fait avec Lady Gaga ici au Brésil. Sauf que là, personne ne s'est fait dessus dans ses couches. En entrant dans le lieu, ils sont surpris de découvrir une sorte d'institut d'art ou d'internat où plusieurs personnes pratiquent leurs talents artistiques comme la peinture ou la musique. Ils sont alors accueillis par Nadinho et son groupe, qui leur souhaitent la bienvenue et leur demandent de déposer leur téléphone dans un panier avant d'entrer, car il fallait s'assurer que seuls les élus assistent à la présentation. Quand Emily refuse d'obéir, Jorg la menace pratiquement, et elle finit par céder et remettre son téléphone.
Tous reçoivent alors un petit pot en cadeau. Ensuite, ils sont conduits jusqu'à la salle à manger pour attendre pendant que Moreri est préparé par ses serviteurs. Plus tard, le chanteur apparaît parmi les invités, monte sur une petite scène et félicite tout le monde d'être les premiers à écouter son grand album La Requête de César, puis annonce le début du dîner. Tout le monde s'assoit près de Moreri, mais quand Ariel s'apprête à s'asseoir, Stan lui prend la place, la laissant debout. Mais alors qu'elle pensait être mise de côté, une petite fille nommée Malda entame la conversation avec elle et l'invite à s'asseoir avec elle. Ariel se lie alors d'amitié avec d'autres membres du groupe. Peu après, Yorgav veut commencer la première ronde, durant laquelle chacun prend un morceau de pain et le fait passer, chacun le mordant à son tour. Après cette saleté, le plat principal est servi et tout le monde commence à manger. Ariel profite du moment, assise à côté de Yorg, pour l'interviewer et en apprendre davantage sur l'endroit. Il lui raconte qu'avant de vivre et travailler là, il était professeur de musique dans une école prestigieuse des États-Unis, jusqu'au jour où Moreri l'a appelé de nulle part, lui demandant de venir enseigner à ses enfants et de garder le secret. Yorg a accepté sans réfléchir, car à l'époque, Moreri avait disparu depuis presque 10 ans. D'autres professeurs présents à la table avaient également pour mission d'enseigner aux jeunes. Comme le disait le chanteur, « Enseignez aux jeunes et le monde vous appartiendra ». Car la fonction de tous ici est de préserver la véritable créativité et de protéger ceux capables de l'utiliser correctement. Ok, tu peux dire ce que tu veux, mais ça, c'est clairement une secte, peu importe ce que tu penses. Tout le monde porte les mêmes vêtements, on est dans un endroit isolé au fin fond du désert de l'Utah. Ils suivent un chanteur comme s'il était un dieu, ils agissent comme s'ils avaient subi un lavage de cerveau. Je crois qu'on a coché toutes les cases d'un culte, non? Je ne passerai même pas une nuit dans ce lieu maudit. Et pour revenir à ce que j'ai dit sur les raisons pour lesquelles Moreri aurait invité Ariel à cette présentation. C'est censé être le musicien le plus influent de tous les temps dans cet univers. Il pourrait inviter n'importe quel acteur, actrice, chanteur ou chanteuse du monde entier pour participer à son spectacle, des gens capables de toucher beaucoup plus de monde. Pourtant, il a invité des gens bien moins influents, y compris quelqu'un qu'il déteste et qui le déteste aussi. Autrement dit, il est clair qu'il y a une seconde intention derrière tout ça. Et c'est impressionnant que personne ne semble s'en soucier. Tout le monde est super calme et personne n'a même pris la peine de lire les documents envoyés avec l'invitation, alors que beaucoup d'entre eux sont des journalistes ou des professionnels de l'information. Une autre chose étrange qu'on peut déjà remarquer, c'est que ce retrait ressemble plus à une secte qu'à une école d'art. L'endroit ne semble pas ouvert au public et on ne sait même pas comment les gens sont sélectionnés pour y entrer. En plus, ce rituel de partager le pain ressemble beaucoup à la Sainte Seine du catholicisme, où les fidèles partagent un pain représentant le corps du Christ. Sauf que là, c'est dégoûtant. Ça peut être vu comme un rituel d'unité symbolique, une pratique typique des cultes. Le but est de faire en sorte que tout le monde partage une même essence, en éliminant l'individualisme. Ce genre de cérémonie vise à briser la résistance des participants. Tu te sens intégré au groupe sans même t'en rendre compte. Et Moreri est traité comme un dieu, habillé par ses serviteurs, menant une vie de luxe. En plus, l'album qu'il a composé s'appelle La Requête de César, César étant l'empereur de la Rome antique. Le titre peut donc faire référence à l'appel lancé par Moreri pour réunir tout le monde à cet endroit. Si tu doutes encore que c'est une secte, il suffit d'observer un peu le groupe jusqu'ici. On voit plein de signes. D'abord, il y a un leader autoritaire traité comme une divinité. Ensuite, à en juger par le témoignage de Yor, tous ceux présents ont été recrutés par Morty, se coupant du reste du monde et passant de plus en plus de temps avec le groupe. Il y a aussi les pratiques de travail non rémunérées. Même en étant riche, difficile d'imaginer que Moreri puisse payer tous ces gens pendant longtemps. Sans compter la surveillance constante des invités, la limitation des contacts avec l'extérieur et les zones accessibles dans l'institution. Si j'étais Ariel, j'aurais pris un vieux téléphone à touche, de ceux qui ne font que téléphoner, et je l'aurais gardé caché au cas où j'aurais besoin d'aide ou si je restais coincé là-bas. Tant qu'il n'y a pas de caméra ni d'internet pour compromettre l'expérience privée des invités, Moreri n'aurait aucune raison de s'inquiéter ou de confisquer cet appareil. Elle aurait même pu emporter un téléphone de secours, car elle se rend dans un endroit extrêmement isolé, où l'homme a invité toutes sortes de gens, même ceux qu'il déteste ou détestait. Après le dîner, Ariel commence à prendre des notes sur ce qu'elle observe, sans se rendre compte que Moreri est juste derrière elle. Lorsqu'elle remarque la présence du chauve, elle se sent gênée et se présente, mais le chanteur lui dit qu'il savait déjà qui elle était, et lui demande de profiter de son séjour. C'est alors que Nadia apparaît, disant que pour garantir que tout se déroule comme prévu, il serait accompagné par un concierge durant tout le séjour. Cette personne serait chargée de répondre à leurs demandes et de les guider dans les installations si nécessaire. Et on peut remarquer que tous les invités ont des cicatrices assez similaires sur les mains. Ensuite, tout le monde est conduit à sa chambre.
Et quand Ariel va chercher son ordinateur pour écrire, elle trouve un mot de l'organisation disant qu'ils ont pris l'appareil pour garantir la préservation de son expérience jusqu'à la fin du séjour. La jeune fille va alors jusqu'à la porte et se rend compte que sa concierge, Belly, était juste devant, en train de surveiller la porte. Voyant qu'elle ne pouvait rien faire d'autre, elle va vers un appareil dans la chambre et commence à écouter la première chanson du nouvel album de Moradi, sans se rendre compte qu'elle est filmée par des caméras, comme tous les autres invités, en plus de la présence massive de gardes de sécurité dispersés dans tout le lieu. Alors que chacun profite de la musique dans sa chambre, Bill demande un massage à sa concierge. Mais pendant qu'il profite du service, il ressent quelque chose d'étrange, on voit quelqu'un en train de prendre ses mensurations. L'homme essaie même de se lever, mais plusieurs personnes sont déjà autour de lui pour le retenir. Et tout ce qu'on entend ensuite, c'est le bruit d'une scie qui démarre. Le lendemain matin, Ariel décide de faire son jogging. Dès qu'elle ouvre la porte, elle remarque que sa concierge est encore là, lui demandant si elle a besoin de quelque chose. Mais la jeune femme lui dit simplement qu'elle veut courir. Le problème, c'est que Belly la suit durant tout le trajet, comme si elle n'avait pas le droit d'être seule. Elle traverse la plupart des cours de l'endroit, où elle croise des gens travaillant et enseignant aux enfants, comme dans une vraie communauté. À la fin du parcours, elle tombe sur Moreri en train d'observer un de ses élèves en train de peindre. Il lui demande ce qu'elle a pensé de la chanson, semblant plutôt surpris par l'analyse que la journaliste en fait. Ariel commente que tout cela ressemble beaucoup à certaines religions, et demande ce qu'ils vénèrent ou pratiquent ensemble, comme les catholiques qui vont à la messe, par exemple. Elle demande aussi quand le chanteur a fondé tout cela. Mais Moreri lui explique que ce lieu et cette religion dont Ariel parle existaient bien avant lui, et qu'il est juste un participant, une partie du grand courant. Il ajoute qu'il y a bien une chose que tous les membres font à un moment donné, et décide de la lui montrer. À ce moment, Belly semble un peu mal à l'aise, mais accompagne Ariel quand même. Quelques mètres plus loin, Ariel voit une petite tente d'où émane une odeur étrange. Le chanteur lui explique que c'est là qu'il pratique ce qu'ils appellent une immersion. Il dit l'avoir déjà fait plusieurs fois pour stimuler sa créativité. Le processus consiste à ouvrir des centaines d'huîtres jusqu'à réussir à créer un collier de perles, puisque tous les colliers portés par les membres sont faits de perles 100% naturelles. Le problème, c'est que cela peut prendre des jours, voire des semaines. Pendant qu'ils discutent, l'homme qui ouvrait les huîtres se coupe accidentellement la main, révélant d'où viennent ces fameuses cicatrices. Moreri leur dit alors qu'ils devraient le laisser seul pour qu'il puisse se concentrer. À ce stade, Ariel comprend qu'elle est confrontée à une sorte de secte, et qu'elle est coincée là avec ces gens, sans aucun moyen de demander de l'aide ou de contacter quelqu'un de l'extérieur. Elle doit donc faire très attention à ce qu'elle dit, aux questions qu'elle pose et à ce qu'elle fouille, car Moreri a des yeux et des oreilles partout. Et s'il la voit faire quelque chose qui ne lui plaît pas, il pourrait très bien s'occuper d'elle comme il l'a fait avec Bill. Après tout, il y a des caméras partout, ce qui pose un gros problème pour ceux qui pensent à s'échapper, puisqu'on ne sait pas exactement où elles sont placées ni où se trouvent les angles morts. Cela rend tout plan beaucoup plus difficile à mettre en œuvre sans être repéré. Et en parlant d'être repéré, ces invités ont clairement un instinct de survie d'un nouveau-né, tous leurs téléphones et appareils électroniques ont été confisqués. Ils ont sûrement remarqué que l'équipe de Moreri fouillait dans leurs affaires sans leur permission. En plus de cela, il a ordonné qu'un de ses fidèles surveille leur chambre 24h24, et il y a des gardes devant de nombreuses portes de l'institut, comme si le chanteur ne voulait pas que les invités voient certaines pièces. Et pourtant, personne ne semble trouver ça bizarre, sauf Ariel. Quant à Bill, si on prenait ses mesures, c'était soit pour lui faire un costume, soit un cercueil. Mais s'ils ont vraiment envoyé le type pour jouer au Vasco, alors tout le monde est foutu, car beaucoup de gens savaient qui étaient les invités de Moradi et plusieurs témoins ont vu